Tout le monde l'attendait. Il est arrivé à Fremantle par un froid matin d'hiver. Enfin vu d'Australie, l'arrivée de Jan Eliès et la fin du calvaire, c'était par un bel après-midi d'été. De l'autre bout du monde, de bonnes nouvelles nous parviennent. Le skipper est affaibli, mais à bon port. La marine australienne a fait le job. Le doc prend le relais, direction le Royal Hospital de Perth. À des centaines de milles au sud de l'Australie, l'ange gardien Mark Guillemot a du mal à reprendre le fil de la course. Le stress des derniers jours a épuisé ses batteries. La nuit qui a suivi le départ là, de la frégate et du bateau de Yann, je pensais avoir bien récupéré. Et puis en fait, il y a plein de fonctions qui ont dû se mettre un petit peu en repos ou en mode je sais pas quoi, en mode vacances. Alors que je pensais que j'étais à 100% hier ou avant-hier. Et alors il faut que je fasse attention. Et Guillemot n'est qu'une machine humaine, mais une mécanique très sensible. Homme-machine, mécanique animale pour Jean-Pierre Dick, chirurgien plastique de son safran blessé. C'est un animal, il faut pas louper son coup, donc c'est un peu la même chose. Voilà, il faut être précis et puis pas faire n'importe quoi, faire des bons gestes. Et voilà, bon, c'est un challenge, hein. C'est vrai que c'est un challenge de faire ce genre d'opération. J'essaie de m'imaginer chirurgien, tu vois, quand je bricole. Michel Desjoyaux, lui, ne bricole pas. Le skipper de Foncier accentue son avance. Il est comme un robot pour ses poursuivants. Un robot infaillible, mais qui sait se montrer très pacifique. Alors, ça vous plaît le Pacifique un peu énervé comme ça? Ah, ça cause un peu, non? Ça fait des vagues de 5-6 mètres, déjà. Quand même, hein? Voilà, en direct du Pacifique, au sud de la Nouvelle-Zélande. Derrière, cela n'a plus rien d'une course en solitaire. Les couples se forment. Nos marins nous font penser à ces perruches que rien ne peut séparer. C'est cool de y trouver Marco et il m'a appelé hier matin, mais je pense qu'il est très très fatigué. Mais c'est top d'avoir un nouveau voisin parce que j'ai perdu Brian. Du coup, oui, on navigue en couple. C'est plus sympa. Il n'y a pas que de nouvelles rencontres. Prenez Armel Lecléache et Vincent Rioux. Leur union dure déjà depuis si longtemps. On a vraiment fait quasiment la moitié du parcours ensemble, quasiment sur une même trajectoire. Et en plus, ça fait un compagnon au niveau sécurité qui est assez sympa parce que les prochaines 15 jours qui arrivent, là où on va être dans le Pacifique et on va vraiment être au milieu nulle part. Donc voilà, je pense qu'on va sûrement continuer à faire un bout de chemin ensemble. Ah ouais, je l'ai croisé pour la première fois après le départ, quand on a viré de bord tout le Cap Finistère dans la tempête, donc voilà, et puis je le croise régulièrement, on a fait du ski ensemble, on a fait plein de choses. Demain soir ça devrait avoir molli, donc peut-être qu'on peut faire la veille ensemble, on sait jamais. Ça c'est le magnifique sapin de PRB, je vais essayer de vous le montrer, voilà. Alors maintenant sur le sapin, on va y mettre des boules. Donc maintenant on attend le Père Noël. On est à moitié du tour du monde et pour moi et pour Oxy, ça c'est un super cadeau de Noël. Du coup, joyeux Noël tout le monde. Allez, ici. Attention Samantha, Noël risque d'être agité à bord de Roxy. Le vent annoncé pour les prochaines heures risque de décoiffer. Ah, je vais faire mon bonnet. Surprise sur le Vendée Globe, un nouveau concurrent est dans la course. Un Père Noël un peu pirate. Saurez-vous le reconnaître? Et je profite du passage du Vendée Globe pour vous dire bonjour. C'est le Père Noël de l'hémisphère sud qui voudrait souhaiter des joyeuses fêtes à tous les petits, les grands enfants de l'hémisphère nord, de l'hémisphère sud, de l'hémisphère droit, de l'hémisphère gauche, de tous les hémisphères et les joyeuses fêtes. À bord de VM Matériaux, Jean Le Cam se prépare à réveillonner avec ses compagnons de route. Pour le repas de Noël, nos deux invités, Bibi et la Panthère. Et puis Léon, je sais pas où il est, Léon. Léon, il s'est caché quelque part, il est tout petit, donc on l'appellera, il viendra plus tard. C'est un voyou, Léon. Sam Davis est déjà en train de dîner, le Père Noël ne devrait plus tarder à débarquer. D'ailleurs, le voici. Le Père Noël, Arnaud Boissière et son traîneau à Kena Véranda.
Vincent Rioux lui a déjà été visité. Des chaussons, des charentaises, des magnifiques chaussons pour avoir les pieds au chaud. Personne ne sera oublié à Noël, mais Michedej, en avance sur tout le monde, sera pour une fois le dernier à réveillonner. Pour moi, comme on a passé l'anti-méridien hier, hein, pour moi on est après la France. Donc je vais vous regarder ouvrir vos cadeaux, je vais attendre encore une dizaine d'heures, et puis je vais pouvoir ouvrir enfin le sac qui est là, qui me tend les bras depuis un mois et demi, qui me nargue. Et lui au fait, vous l'avez reconnu ? Pour les 20 solitaires du Vendée Globe, ce ne fut pas un Noël au balcon, mais bien au tison. Au menu de ce réveillon, bûches et embûches, au milieu de dépressions prêtes à débiter du carbone. Heureusement, du premier au dernier, tout le monde était prêt à endurer. J'ai ouvert mes petits cadeaux, mais bon, c'était plutôt dans la précipitation parce que je suis curieux. Et puis j'ai refermé tout ça et je regarderai ça dans quelques jours, voire quelques semaines, peut-être en remontant l'Atlantique, j'apprécierai mieux. Parce que là, hier, c'était plus préparation à affronter cette dépression. À l'arrière de la flotte, des vents de plus de 60 nœuds ont fait plier les bateaux. Raphaël Dinelli a vu son fondation Océan Vital coucher sur l'eau à 3 reprises. Norbert Sedlacek a dû également affronter la furie des vents. Les dernières nuits, ils sont très sportifs et c'est toujours difficile. Et le grand vague arrive et les vagues poussent le bateau. C'est aussi une très bon surf, une très bonne expérience avec les mers, avec les vagues et les vitesses des bateaux, c'est formidable. En 6e et 5e position, les inséparables Lecléache et Rioux ont eu également leur compte. C'est Noël, même si à bord ici, c'est un peu ambiance rock'n'roll. Parce qu'on a pas mal de vent, on a des rafales à 40, 42 nœuds. Enfin, les conditions rêvées pour le bateau un jour de Noël. Ah ouais, c'est un peu casque lourd là. La situation est pas très confortable et pas très rapide, mais bon, je pense pas qu'on soit les plus mal lotis de la flotte, donc on va pas trop se plaindre non plus. Les 2 skippers ont gagné dans le nord-est et sont bien placés en vue de la porte néo-zélandaise. Aux avant-postes, le groupe des 4 navigue au près dans 40 nœuds de vent. Des conditions difficiles pour des joyaux, le skipper de Foncia n'est pas au meilleur endroit pour franchir la porte des glaces. Roland Jourdain pourrait bien profiter de la situation et s'emparer de la tête de la course dans les prochaines heures. Rien de pacifique aux environs du 40e sud. Sébastien Josse a vécu une nuit d'enfer, bateau couché par une déferlante dans des rafales à 60 nœuds. Plus de peur que de mal, mais le skipper de Bitty fait en ce moment route au nord à sec de toile. En attendant le lever du jour, Sébastien Josse pourra alors faire une estimation d'éventuels dégâts subis par son bateau. Pris dans la même tourmente, Jean Le Cam témoigne des conditions exécrables vécues en tête de flotte. Il y a des vagues énormes, il y a des grains, on a pris des grains à 50 nœuds. Les vagues ont été croisées, il y a des moments où tu te demandes, c'est assez infernal, on va dire. Même constat pour Michel Desjoyaux qui a dû s'employer pour préserver sa position de leader. Ça va correctement, je suis pas très content de ce que j'ai fait, mais c'est pas très grave, on est dans un temps un peu délicat là, avec des grains qui tombent, donc faut être assez vigilant quand même pour pas mettre ce bateau au travers de la route. La moindre erreur peut se payer très cher. Yann Eliès le sait bien, des nouvelles rassurantes venues de l'hôpital de Perth en Australie. Le skipper de Generali va mieux, mais il est passé très près du drame il y a une semaine. Bateau planté dans une vague, marin jambes brisées, éjecté du bateau, dont la vie ne tient plus qu'à une sangle de harnais. Dans ces cas-là, on décuple les ressources et les forces qu'on ne soupçonnait pas avoir, et je me suis hissé donc par-dessus la filière, par-dessus le balcon pour tomber sur le pont. Donc tout ça avec pas mal de douleurs et pas mal de cris, et puis après moi je me suis traîné jusqu'au cockpit et jusqu'à l'intérieur du bateau. Eliès revient de loin, Marc Guillemot lui écarte un peu sa trajectoire, direction l'île d'Auckland pour réparer son rail de grand voile, dernier bout de terre avant le grand vide de l'océan Pacifique. Je compte à peu près 2h30 dans le mât et je pense qu'en 6 heures, de mouillage à mouillage, c'est le temps que ça devrait me prendre à peu près pour cette opération. Le coup de tabac des dernières heures risque de laisser sur le carreau un des principaux acteurs de ce Vendée Globe. Sébastien Josse a pris une grosse claque, mise au tapis par une vague destructrice.
La déferlante, elle s'est abattue sur le bateau. Hein. J'ai vu comme le roof il s'est enfoncé, comme la cloison elle a cassé, tout est explosé. Pour l'instant, j'ai un safran qui dit bonjour à l'autre, donc je peux pas aller où je veux parce que le bateau, je peux pas le contrôler. Le skipper de Beatty accuse le coup, la poursuite de la course dépend de l'état de ses safrans. Dans quelques heures, Joss sera fixé. Si le système de safran il est valide, et ben on remet le clignotant à droite et on continue. Et si le système il est pas valide, et ben on met le clignotant à gauche et puis la course est finie. Beaucoup moins grave pour Roland Jourdain, mais tout de même, avec une opération porte ouverte aux déferlantes et Veolia transformée en jacuzzi. Il m'est arrivé une bonne galère quand même. J'ai pas fait un coup à la Jojo, mais en fait j'ai une vague qui est rentrée dans ma chambre. J'étais en train de dormir et puis boum, il y a une déferlante qui a explosé et j'ai 300 litres d'eau qui sont rentrés à l'intérieur du bateau quoi. Incroyable, j'avais jamais vu ça. 49e jour de course, les derniers du Vendée Globe, Sedlacek et Dinelli sont encore dans l'Indien à 4700 milles du leader, autant dire qu'un océan les sépare de des joyaux. Dominique Vavre est enfin arrivé à Fremantle où il a retrouvé un autre infortuné, Mike Golding. Un peu plus loin, Derek Hatfield se dirige vers Hobart. Barre de flèche cassée sur Algimous, malmené la nuit dernière, le Canadien risque d'allonger la liste des abandons. Je suis effondré, c'est un moment très difficile, mais on voit bien avec le nombre de personnes mises au tapis dans cette course que peu de choses séparent ceux qui réussissent à s'en sortir et ceux qui sont contraints à l'abandon. Personne n'est à l'abri de ce genre d'incident. Devant, Michel Desjoyaux creuse l'écart sur ses poursuivants. Le skipper de Foncia sort indemne d'une semaine difficile pour tout le monde. Derrière, Jourdain s'accroche, Le Cam veut attendre son heure. Rioux et Lecléache sont à 450 000, Jean-Pierre Dick est à 1000 000, Sam Davis est dans le top 10. Derrière, Marc Guillemot est revenu dans la course. Le skipper de Safran a pu réparer son rail de grand voile. C'était assez incroyable parce que en cette de mâts, une plage très bruyante, des éléphants de mer qui envahissent la plage et puis des phoques qui jouent à une centaine de mètres autour du bateau et un explorateur qui se balade là-dedans. C'était quelque chose d'assez fabuleux, assez magique, assez unique.